Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installés pour écouter nos chroniqueurs et aussi notre chroniqueuse. Ça se dit, tiens, oui, évidemment. Chroniqueuse, bien sûr que ça se dit. Bien sûr. Voilà. Comment ? Et je voudrais saluer aussi quelqu'un qui vient de Lyon et qui est dans notre studio pour assister à cette émission. Je voudrais saluer Lynn, qui nous regarde régulièrement durant l'année sur Facebook ou encore sur SFR, du côté de Lyon. Et puis, donc, on la salue, on la remercie parce qu'elle c'est une fidèle téléspectatrice de Zouk Télévision. Merci beaucoup, Lynn. Elle est trinitéenne, donc on est dans la même commune que Béatrice Bellé, qui se dit tantôt trinitéenne, tantôt gaumonnaise. C'est si l'on va. C'est si l'on va. Lucéenne. Voilà, si l'on va. Alors... Je pense que comme tout le monde, vous avez appris le décès de la reine d'Angleterre, hein. 70 ans de règne, oui, ouais, 70 ans quand même de règne. Elle est morte à 96 ans, bon pied, bon oeil quand même, c'est une dame. Donc voilà, la reine avec son fils, Charles III. donc celui qui devient maintenant le roi d'Angleterre, hein, c'est ça, Charles III. Charles III. Qui a demandé à être appelé Charles III. Ah d'accord, c'est lui qui a demandé ça. D'accord, rajoutez 3. Alors, cette dame, quand même, qui a commencé son règne il y a très longtemps, 70 ans, on va voir quelques images, si vous permettez. On va écouter ça quelques secondes pour parler, parce que nous sommes département français, mais dans la Caraïbe, tout autour de nous, il y a quand même beaucoup d'îles anglaises. Donc, qui étaient sous la... Commonwealth. Voilà, Commonwealth. On y va, on écoute ces messages. And to the service of our great imperial family, to which we all belong. Who could have imagined that people would one day be watching this on laptops and mobile phones? To the service of our people, and I asked for God's help to make good that vow. Et entièrement ce module qui parlait donc de ce long règne, vous pensez bien 70 ans, il y a de quoi parler. Hein. Par contre, c'est vrai que dans les sujets, on parle d'autonomie pour la Martinique, mais quelle différence qu'on peut faire entre les pays qui étaient sous domination anglaise et la domination française? Parce que les Anglais se sont retirés de presque tous les pays qu'ils dominaient là. Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, qui est devenue d'ailleurs une république. Barbade, mais les autres pays sont encore dans le Commonwealth. Ouais. Barbade récemment est sorti du Commonwealth. Il y en a même qui entrent dans le Commonwealth. Voilà. Hein. Mais le Rwanda est entré dans le Commonwealth, par exemple. Et ils restent sous domination anglaise, ces pays? dire sous Domination, protectorat. c'est beaucoup dire domination. C'est beaucoup dire. Protectorat, et puis avec des facilités, par exemple, pour les migrations, et du coup, Trinidad, Jamaïque, Sainte-Lucie, on voit beaucoup plus d'étudiants de ces pays partir en Angleterre, voire aux États-Unis, où d'ailleurs les visas leur sont donnés beaucoup plus facilement parce qu'ils sont intégrés au Commonwealth, qu'on verrait des Saint-Luciens ou des Trinidadiens en France hexagonale, par exemple, ou ailleurs. Voilà. Est-ce que les pays anglais là ont une meilleure situation que les départements français d'outre-mer? Est-ce qu'on peut faire une comparaison, Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, Trinidad, tous ces pays-là? Non, pas du tout. Je veux pas... Une comparaison sur quel point? Oui, c'est ça. Comme ça, développement. Au niveau développement, au niveau vie, enfin, est-ce libéraux. que... Pardon? Ils sont beaucoup plus libéraux. Libéraux. Libéraux, il y a un développement économique et plus capitaliste. Barbade, par exemple, s'il faut prendre que cet exemple-là, la moitié de Barbade appartient, si ce n'est pas les 3/4, à des capitaux étrangers. L'aéroport de Barbade a été entièrement financé par des capitaux étrangers. Les plages, d'ailleurs, de Barbade sont en partie interdites aux Barbadiens eux-mêmes. Bon, pour ceux qui connaissent Sainte-Lucie, c'est à peu près la même chose. Barbade, c'est très particulier. Moi, je ne suis pas économiste, moi, je ne manie pas les chiffres.
Je suis même pas juriste parce que les juristes ne sont pas toujours aimés. Je comprends bien ceux qui n'aiment pas les juristes. Donc je ne ferai pas de droit du tout aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai appris là récemment que Barbade avait deux éléments forts, le tourisme et puis l'exportation du gaz naturel. Okay. Alors ce que j'ai appris, je parle sous contrôle, moi je n'ai pas la connaissance infuse, c'est qu'ils exportent le gaz, mais qu'ils ne l'utilisent pas. Et oui, ils exportent, donc ils développent les énergies renouvelables. Ok, c'est une façon de voir l'écologie, n'est-ce pas? Ok, donc on se préserve. Je ne sais pas si on préserve la planète entière pour autant, mais enfin ils sont clean à ce niveau-là. Ça s'appelle un développement à la norvégienne. Je ne sais pas, Carl qui est économiste, tu n'as pas entendu parler de ça? Je suis allé à Barbade il n'y a pas très longtemps. J'ai accompagné un groupe de stagiaires de la formation professionnelle. Quand je leur ai dit que d'une part la formation professionnelle continue était gratuite et que de surcroît on payait les stagiaires, ils ne m'ont pas cru. Les Barbadiens. Je ne parle pas des Barbadiens de la rue. Oui. Je parle de mes interlocuteurs d'établissements de formation, enfin, l'équivalent d'un lycée professionnel, quoi. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que je raconte des histoires. Et quand je leur ai dit que ces jeunes étaient venus sans avoir à payer un centime, ils m'ont encore moins cru. Ils voulaient la nationalité. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas passer pour un menteur. Ils ont cru en quoi finalement? Ben, il a fallu. Une fois que tu leur as dit ça, non, mais ils bon, ont pensé à quoi? Qui a pu faire ça? Non, C'est quoi? C'est comme si je te dis que Oui. La semaine prochaine, tu seras dans une fusée et que on va te satelliser autour de la Lune. Je pense que tu vas être... Mais ça peut être ailleurs. Bon, oui, Bon, tu vas être totalement... tu ne vas pas y croire, quoi. C'est complètement farfelu, mais c'est un peu ça. Mais par rapport à la France, à la domination non, française... Non. Alors, je demande... Non, on parlait de notre situation mais je m'entends bien, mais respective. il tire des conséquences sur les relations, Oh, sur notre Barbade, situation. Barbade Je pose fait- la question. Barbade, moi je suis... Il y a eu une conférence début septembre, je crois que c'est. Ah oui, c'est ça. Voilà. Non, On devait recevoir. Barbade a été en ouais. difficulté il y a encore quelques années. Ils ont été sur la liste noire des paradis fiscaux, ils en sont sortis. Exact. Il faut savoir que la diaspora barbadienne aide beaucoup Barbade, parce que ça rapatrie beaucoup d'argent. Bon. Il n'y a plus de Barbadiens à l'extérieur qu'il y en a à l'intérieur. C'est absolument considérable. Bon. Ça rappelle un peu Haïti, ça. C'est cela. Ouais. C'est pas la même chose. quand C'est même, pas, hein. pas la même Non, mais chose. sur du le genre, changement de mais la sur diaspora, le principe, oui. oui, ça Oui, parle sur de le plan de ça. la diaspora, mais bon, ils essaient de tirer leur épingle du jeu. Bon, c'est... Il y a un plat c'est quasiment un plat national. Alors moi, je m'attendais à ce que ce soit du poisson volant, parce que c'est sur Flying leur fish. drapeau. Flying fish. Non, ce qu'ils mangent le plus souvent, c'est des espèces de macaronis parsemés de fromage. Bon, quand on mange ça une première fois, on peut trouver ça bon, mais comme on en mange souvent, pour pas dire tous les jours, au bout d'un moment, on en a vraiment assez, quoi. Bon, les produits, T'es mal tombé, hein. l'agriculture barbadienne, c'est pas très fertile, Barbade, c'est très calcaire. Donc ils ont du mal à produire des produits agricoles. Si tu prends des bananes, par exemple, elles sont vraiment rabougries par rapport aux nôtres. Vraiment. Bon, et puis les produits agricoles sont chers. En fait, il y a deux mondes à Barbade. Il y a le monde des Barbadiens, du Barbadien commun, on va dire, qui, avec l'équivalent de McDo qu'on appelle là-bas Chefette. Enfin, bref, j'allais dire que... Mais c'est comme chez nous, il y a bien ce même phénomène de deux mondes chez nous. Hein. Oui, mais Plus, bon, il faut savoir qu'à Barbade, un restaurant, par exemple, les restaurants les plus cotés sont les restaurants qui proposent une cuisine française, et c'est au moins aussi cher qu'ici, si ce n'est plus. D'accord. C'est-à-dire c'est totalement inaccessible, Barbadien même moyen, mais bon, il
ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors bon, c'est pas la même chose, hein. Si tu es malade, ce que je ne te souhaite pas, n'importe quel Martiniquais qui est malade, va voir le médecin. Est-ce qu'on lui dit, tu as l'argent, tu te faut quelque chose? Non, tu vas voir ton médecin. On donne 50 vitales et puis on a fini avec ça. Et puis s'il faut aller à l'hôpital, eh bien on fait pareil. À aucun moment ne vient dans notre tête l'idée qu'il faut payer quelque chose. J'ai eu l'occasion de subir une intervention chirurgicale à Mangoville-du-Sein. 3 jours. Quand je suis parti, moi je m'attendais à ce qu'on me demande de payer quelque chose. On m'a demandé de payer 7 €, ça m'a gêné. J'ai dit, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. J'espère que ça ne va pas se renouveler. Mais 7 €. De payer 7 €? Un ticket modérateur. C'est tout. Le reste était pris en charge. Il n'y a pas beaucoup de pays de la Caraïbe où ça se passe comme ça. Donc ça nous a... Pourtant, on dit tellement de bien de la Barbade. On vante la Barbade. En matière touristique, oui. en matière touristique et tout ça. c'est, Sauf que nous n'aurions pas toléré 10% de ce qu'ils tolèrent en matière touristique. Ouais. Ça, c'est, ah bah oui, l'occupation des espaces. Tous les Barbadiens ne sont pas Rihanna. Oui. Oui. Non, très, très sincèrement, c'est très beau. Alors les plages sont c'est carte postale parce que c'est des plages de corail. Donc c'est sable blanc et tout ça, bref, avec un service qui est pour le coup impeccable. La qualité du service est vraiment très forte. Maintenant, il ne faut pas oublier que le salaire moyen des Barbadiens, c'est à peine $350 par mois, l'équivalent de Dollars US ou oui. $350 US. Enfin, pour donner, ça doit faire 350 350 euros. Aujourd'hui, le dollar est plus fort que l'euro, je crois. Donc, on admettons 350 euros. Et à l'époque, moi, il y a 20 ans, quand je m'y étais intéressée, je crois qu'ils étaient à même pas $280 mensuels, l'équivalent de $280 mensuels. Alors, suite à tout ce que vous venez de dire concernant la Barbade, la question suivante, puisqu'on doit parler un petit peu de l'autonomie pour la Martinique. Beaucoup. Est-ce que finalement, les gens doivent se dire, mais finalement, pourquoi on parle d'autonomie? Pourquoi on veut parler de ça? L'autonomie, c'est pas l'indépendance, encore une fois. Oui, donc, j'ai bien compris. Et si on veut une autonomie, quelle autonomie qu'on veut? Oui, ça c'est donc, important. c'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs de Zouk Télévision qui nous écoutent? Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous sommes diffusés. On ne t'avait pas encore dit, mais nous sommes depuis 2 semaines maintenant sur Orange. Oui, j'ai bien reçu le message. Tu as eu le message, d'accord. Absolument. Mais il faut réinitialiser, je suppose. Il te faut absolument rechercher les chaînes pour... Normalement, quand tu as éteint, tu sais, quand tu rallumes, ça refait. Ça se refait automatiquement. Normalement. Ok, d'accord. Et on est sur le canal 42. Tu m'as dit 42. 42. Mais enfin, j'ai regardé, j'ai pas vu 42 sur Orange. C'est pour ça que je vais réinitialiser. C'est pour ça que je vous dis ça. Je pense qu'il faut. On en parle tout à l'heure. Tu vas me dire quelle box tu as. Parce que ça dépend aussi des box, c'est vrai. Tu as Orange? Oui. Tu ne voyais pas Zouk TV avant, alors? Ben non. Tu ne te regardais pas? Ça m'étonne. Sur YouTube. Non, sur YouTube d'accord. où il m'est arrivé de voir. Et toi, Robert, tu sais où? J'ai Canal 7. Canal 7, ok. Ouais. Ou quand je suis chez ma maman. Je regarde. Et moi, je ne regarde jamais cette émission. C'est le normal. kiosque? Jamais. Je peux pas avoir je peux pas me voir. Ton doux visage. Psychiatrique, hein. Je te jure. Ah oui, je peux pas. Là, je me regarde pas. Et comme tu penses à tous ces étudiants. Ce mec avec cette sale gueule, non. Tu dis pas ça quand même. À la limite, je me trouve une sale gueule. Et quand tu penses à tous ces étudiants. Ben oui, mais j'étais autre à ce moment-là. Bon, c'est vrai, il faut que je voie un psychiatre qui m'explique. Par contre, j'ai des collègues, femmes, qui adorent se voir. J'en avais une. Je crois qu'on adorait te voir. Alors... moi aussi, j'ai cru que c'était ça. Bon, allez, parlons d'autonomie. D'autonomie, on peut demander à Aline son avis, là, en tant que femme, sur M. Philippe Saint-Cyr. Quand même. On lui demande ça. Pas mettez moi dans Est-ce que de Lyon, à travers la télévision, tu trouves que c'est un beau mec ou un gars qui a une sale gueule? Ce sont peut-être nos images qui créent ce problème, alors. Bon, eh bien, très bien.
Bon, le public n'a pas entendu, il n'a pas de micro, il est loin d'avoir une sale gueule. Et elle a dit, pas et plus. surtout, il est très intéressant. C'est bien. Voilà. L'intelligence rend beau. On continue. Alors, sur l'autonomie, qu'est-ce qu'on peut... je parle de l'autonomie, pourquoi? Parce que dernièrement, avec le Congrès, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement, cette histoire d'autonomie ou d'indépendance. Comme l'octroi de mer. Pardon? Comme l'octroi de mer. Comme l'octroi de mer. Donc, Quasiment en même temps. là, les signataires de l'appel de Fort-de-France, ils ont rencontré certains... il y a une réunion où ils ont pu rencontrer le président de la République française qui semble accepter de faire de grands pas vers beaucoup de choses, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans les comptes rendus. Donc, justement, c'est l'heure peut-être pour expliquer aux Martiniquais si nous accédons à l'autonomie, est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour la Martinique? Parce que je suppose qu'il y a un référendum, si jamais quelque chose comme ça se passe. Moi, je voudrais intervenir, mais c'est au niveau... Ce que j'ai entendu m'a apporté énormément de choses. Surtout la tribune de Patrick Chamoiseau. Le syndrome du poulailler qui m'a rendu fou furieux sur le moment. Et puis après, j'ai lu Patrick et ça m'a... Je vais intervenir après, je suppose que... Moi, je vais entendre les autres qui vont certainement faire du droit, mais moi, je voudrais parler... Oui. Mais oui, je veux parler un peu de philosophie. Ce qui m'a frappé dans ce que j'ai entendu à Paris, du président de la République, j'ai noté des concepts qui sont fort intéressants dans le laboratoire de réflexion et de découverte qu'on a ouvert. Alors moi, je vais partir. Après. On commence par vous, madame. Oui, pour une fois. Ouais. Une fois encore. Alors, on est quand même dans une ère, pour discuter, pour ce qui me concerne, avec beaucoup de camarades de France hexagonale notamment, dans une ère où les régions, départements, sollicitent de plus en plus de décentralisation. Bon, parce que l'autonomie, c'est cela. C'est obtenir de la décentralisation, c'est-à-dire la capacité aussi pour nous à réfléchir, à adopter, à avoir des solutions qui nous sont propres, qui correspondent à nos besoins à un moment T et qui puissent du coup s'ajuster un peu plus à nos réalités, quelles qu'elles soient. Béatrice. En 81, quand Mitterrand est arrivé, il a commencé la décentralisation. Oui. D'accord. Et après, on a eu l'impression, j'ai peut-être eu l'impression qu'on voulait recentraliser. J'ai entendu plusieurs présidents de région à l'époque qui se plaignaient que le pouvoir essayait de recentraliser les choses. C'est un jacobinisme très français. La France... Régions, ce que je voulais dire, c'est que les régions françaises de France, elles aussi demandent une certaine autonomie. C'est ça. Et la dernière loi 3DS est venue redire à quel point il fallait de la décentralisation, des spécificités. Ça a été dit. Bon. Donc, la question, moi, je pense fondamentale, c'est comment envisageons-nous notre territoire? Encore une fois, moi, je pense que la pédagogie, peut-être de consultation, ça sera aussi de pouvoir décrire aux Martiniquais ce que peut être une Martinique autonome. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons? Ce que nous avons amélioré, ce que nous avons aussi raté. Je pense qu'il faut pouvoir assumer ce qu'on a raté et dire que peut-être qu'avec un outil supplémentaire qui est de cette nature-là, on va pouvoir améliorer les choses, améliorer le quotidien. Et puis, je crois aussi que dans le concept... et là, moi, oui, j'accède à une vision un peu philosophique. Il n'y a pas une autonomie. Il y a plein d'autonomies. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre ont dit chacun vient avec ses doléances. La Guyane n'est pas venue avec les mêmes doléances que la Guadeloupe, que la Martinique et peut-être même la Réunion. Attention, pareil, la Réunion, c'est une histoire un peu particulière. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, d'uniformisation. Tous les territoires ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ils sont même tous différents. Chacun veut la capacité d'adapter au regard de son besoin. Être dans l'océan Indien, c'est pas être dans les Amériques. Être sur le continent sud-américain, c'est pas être 1144 mètres carrés entouré de 44 000 kilomètres d'eau. Donc, nous avons des aspirations, mais
il va falloir, de façon très pédagogique, expliquer tout de même à la population. Moi, je suis toujours pour qu'on ait plus de capacité à adapter les outils de l'action publique. Je suis une fervente des politiques publiques. Je crois néanmoins que philosophiquement, nous avons ce devoir politique, et ceux qui sont aujourd'hui au Congrès, donc les élus, ont aussi ce devoir politique. Il va falloir faire montre, non pas de grandes phrases, mais d'explications très concrètes pour expliquer aux Martiniquais en quoi le changement institutionnel va être de nature à venir changer leur quotidien. Et qu'autonomie, ce n'est pas indépendance. En plus. Karl, sur cette histoire d'autonomie. D'abord, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas dire que peut rapporter l'indépendance. Il y a des gens ici qui pensent que l'indépendance peut rapporter quelque chose. Déjà. Mais je pense que la question posée comme ça ne peut pas avoir de réponse. Un statut n'apporte absolument rien. C'est un cadre. Et un statut ne dit rien des politiques qui sont menées. Donc, c'est comme si je te dis, voici une bouteille, mais elle est vide. Ben, si tu veux du rhum dedans, tu mets du rhum. Si tu veux mettre du sirop, tu mets du sirop. Si tu veux mettre de l'eau, tu mets de l'eau. Mais c'est toujours la bouteille. Tu mélanges le rhum et le sirop, c'est bon. Hein? Là, tu fais une politique. Bon. Oui. Non. Et si tu mets du citron, tu améliores la politique. Alors, il ne faut quand même pas oublier une chose. Moi, je me rappelle d'une conférence qui avait eu lieu un peu avant les élections régionales de mars 1983 et qui avait été animée par Christian Vitalier. Et je me rappelle d'une phrase qu'il avait... L'ex-DGS de la région. À l'époque, il n'était pas DGS de la région. Il avait bien expliqué aux gens qui étaient là, ça s'est passé à la cantine municipale de Florinde, ou la matin, qu'il fallait que la décentralisation, d'abord, c'était une réponse que le gouvernement français apporte à ses propres difficultés d'organisation. Et que ça n'était pas forcément pour faire plaisir à X, Y ou Z, premièrement. Deuxièmement, que si le principe, c'est transfert de compétences et transfert des moyens budgétaires, c'est aussi du pouvoir fiscal. Autrement dit, on donne aux élus locaux la possibilité de lever l'impôt. Alors, je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne. Quand on a transféré le 1er janvier 1986 les collèges au département et les lycées à la région, on a transféré ce que l'État donnait avant. Et le principe, c'était que l'État faisait la moyenne de ses dotations pour les réparations, etc. Chaque année, et des 3 dernières années, on divisait par 3. Mais tu sais que 0 plus 0 plus 0 divisé par 3, ça fait 0. Hein? Donc très peu, plus très peu, plus très peu, divisé par 3, ça donne très peu. Ce qui fait que, et à l'époque, Camille Lancière le disait, le proclamait littéralement, dans cette affaire-là, eh bien, la région a dû mobiliser des ressources qui lui étaient propres. Autrement dit, c'est le contribuable régional qui a payé pour une compétence qui est de l'État. Je prends un deuxième exemple, parce que tu as fait une observation sur laquelle on n'a pas rebondi. Il est arrivé que les élus de la Martinique demandent la recentralisation de certains dispositifs. Exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout le monde sait, ou devrait savoir, que les sommes qui sont données hier au Conseil général, aujourd'hui à la CTM, pour faire face aux dépenses, sont largement insuffisantes. Ouais. Alors, que doit-on faire? On ne distribue que ce qu'on a, ou on distribue comme on devrait le faire, parce qu'il y a une loi qu'il faut respecter. Eh bien, chaque année, il y a de mémoire 26 millions d'euros qui sont rajoutés au pot par la CTM. Mais la CTM, c'est qui? C'est tout le monde. Donc, il faut bien comprendre que c'est un peu... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces 26 millions-là aussi, qui devaient servir à certaines choses, du coup... Non, mais l'autonomie, ça peut être aussi de faire le choix, de ne pas avoir ça, de prendre ça, de faire... Voilà. Bon. Or, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas exacts. Quand on entend les uns et les autres, ce n'est pas tout à fait ça qu'on entend. Chaque catégorie considère qu'il y a des difficultés
et que ces difficultés doivent être résolues. Et c'est ce d'ailleurs que les élus leur disent lorsqu'il y a une campagne électorale. Est-ce que tu as entendu un élu dire « ça, je ne vais pas faire ça ». En général, on fait tout. Il promet de faire des choses qui ne font pas partie de ses attributions. Tout et en même temps. Parfois tout de suite. Bon, mais c'est pas toujours comme ça. J'ai goûté, je vais m'arrêter là. Le comité de lutte de Moncapo, qui se plaît à quelques centaines de mètres Bolloré, d'être toujours avec des difficultés pour l'eau potable. Comment c'est possible? Ça fait un moment que cette affaire-là dure. J'arrive pas à comprendre. Bon, je ne connais pas le fond du sujet, mais j'ai écouté M. Tanik, qui est le représentant de ce petit comité, et qui dit, mais nous avons fait des propositions, nous avons écrit, nous n'avons pas de réponse. Alors, moi je pars du principe que le gouvernement français, celui qui est là, dès que ça ne lui coûte pas plus cher, il est d'accord pour tout ce que tu veux. Il faut bien comprendre, hein, la politique de M. Macron et de Mme Borne, c'est une politique qui vise à réduire le déficit public de la France sous la barre des 3%. Donc, par conséquent... Mais il me semble que personne n'a jamais réussi à faire ça. Hein? Ah si, à un moment, on était pratiquement à ça. Enfin, le pacte de stabilité, on était plutôt... On n'était pratiquement à ça. Le problème, c'est de savoir si c'est nécessaire ou pas, mais ça, c'est une autre question. Bon. Et c'est ça on appliquait les plafonds il y a 2 ans. C'est ça qu'ils veulent faire. Donc, la politique gouvernement, c'est 2 choses. 1, je réduis les déficits publics. 2, je réduis les impôts des entreprises. Ok. Partant de ce principe-là, comme il n'y a pas d'argent magique. Ok. Oui, alors je voudrais intervenir, mais faire un exercice assez difficile. Parce que l'autonomie, c'est un fourre-tout. On y met ce qu'on veut. Okay. Il y a 2 choses qui ont été dites que je partage totalement. C'est qu'il y a plusieurs formes d'autonomie, certitude. Et que d'autre part, un statut ne règle pas. S'il n'y a pas de projet, c'est évident. Un statut, on dit 74, mais si vous n'avez pas de projet, d'objectif, bon. Alors, cela dit, je vous ai parlé nous avons quelques minutes, hein, parce que je voudrais arriver à expliquer certaines choses au niveau des idées. Hier, j'ai eu une crise de colère, m'entendre le syndrome du poulailler. C'est la tribune de Patrick Chamoiseau. Alors, j'ai échangé avec des amis, un poulailler qui s'amassait en poule, il m'a pas qu'à lever, il faut que lever main. Mais en fait, Patrick a eu raison de donner cet intitulé-là. Parce que c'est un intitulé accrocheur et il présente effectivement de façon très élégante et remarquable ce qu'il faut faire et quelle réflexion il faut avoir. Il faut réfléchir à l'outre-mer et à la responsabilité de l'outre-mer et surtout à la relation nouvelle qui doit exister entre l'outre-mer et l'Hexagone. Okay. Et ça, c'est très important. Et ça c'est quoi? C'est la réflexion. Ce sont les idées. C'est pas le choix d'un statut nécessairement. Ça peut être un nouveau concept. Et je vais essayer de vous faire... C'est mon idée, je me trompe peut-être totalement. Hein. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis un spécialiste de rien. Ce qui fait ma force d'ailleurs. Et je pense que le président Letchimy est entré dans une voie extrêmement intéressante sur la démarche. Je crois, et je me suis engueulé avec un camarade hier, qu'il a été inspiré par l'utopie refondatrice. Je m'explique. Et il y a eu une conjonction de faits. Vous vous souvenez des votes contradictoires, n'est-ce pas, de nos territoires lors des présidentielles? On va à l'extrême droite, on va de l'extrême gauche à l'extrême droite.
et sur la plupart des territoires, n'est-ce pas? Ce qui faisait voir qu'il y avait un malaise profond dans la relation avec les politiques en général, mais aussi dans la relation ultramarine avec l'Hexagone. Et il a été président des régions ultrapériphériques, opportunité fantastique, et à cette occasion-là, il a eu contact avec ses collègues, effectivement, des autres régions ultramarines. Et à partir de là, eh bien, il y a eu effectivement une discussion sur la situation de la périphérie, disons, des ultramarins par rapport à l'Hexagone. Et une démarche est en marche. Mais pour que l'on comprenne bien cette démarche, c'est que je me réfère au fameux discours des 3 voies et des 5 libertés d'Aimé Césaire. Et j'ai toujours dit qu'Aimé Césaire, c'est pas seulement un poète, c'est pas seulement un littéraire. Et Aimé Césaire est un philosophe. Lorsque vous écoutez son langage tellurique, moi je pense que c'est le seul philosophe qui a pu réconcilier 2 concepts qui sont absolument ennemis, liberté, égalité. Lorsque c'est la liberté, il n'y a pas d'égalité. Pour qu'il y ait la liberté, il faut limiter la liberté. Et il y est parvenu. Alors, 3 voies. Alors, il y a la voie de l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? Effectivement, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de relation avec l'autre, ok? Donc, c'est la liberté, ok? Il y a une autre voie, c'est celle de l'assimilation, c'est la non-différenciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence avec l'autre. Je suis comme l'autre. Et si je suis comme l'autre, s'il n'y a pas de différenciation, si on n'est pas différent, mais il n'y a pas de pouvoir locaux à avoir. Et puis, il y a la voie de l'autonomie. Et là, il y a 2 principes dans cette voie de l'autonomie. Le premier principe, c'est l'ensemble, on est dans l'ensemble, mais on est différent de l'ensemble. Et à ce titre-là, on doit avoir des pouvoirs, n'est-ce pas, particuliers pour gérer ces différences, pour gérer au mieux cette différence. Et je pense que on est dans ce concept. Et j'ai entendu le président de la République, il a parlé d'autonomie, alors bien sûr, c'est facile, mais élasticité et différenciation. Parce que le chemin a été long, il faut que nos compatriotes le comprennent. Les politiciens d'avant, ce n'étaient pas nécessairement des poules. Moi, je ne me suis pas trouvé dans la peau d'une poule. Mais il y a tout un travail qui a été fait, notamment de l'Europe, pour arriver à cette différenciation. C'est-à-dire, l'article 349, actuellement c'est l'article 349 TFU1, qui permet effectivement de traiter de façon différente. Et l'arrêt important, c'est l'arrêt Hansen, je le répète, qui dit ceci: il y a discrimination lorsque l'on traite de façon identique des choses différentes. Donc il ne faut pas les traiter de façon. Donc il faut aller dans la différenciation, et c'est important. Et c'est à ce niveau-là que l'on est. Alors, je voudrais répondre à certaines critiques. On reproche à ces présidents de ne pas respecter la démocratie, n'ont pas eu mandat pour. Excusez-moi, ils sont à la tête tous, ils sont à la tête de leur collectivité, et ils sont là pour essayer de voir quel est le meilleur développement. Le meilleur développement, c'est la recherche. Et la recherche, eh bien, c'est avec d'autres. C'est en établissant des contacts, voir effectivement comment ça peut se faire. Et il y a tout un agenda qui est prévu, un agenda de travail. Il n'y a pas seulement les fourchettes de l'autre soir, n'est-ce pas, qui couvraient la voie des discussions. Il y a quelques individus qui se rattachent uniquement à ça. Non, il y a tout un agenda de travail. Oui, quelques critiques. C'est secondaire, ça. Oui, tu n'as pas entendu ça? Le bruit des fourchettes, n'est-ce pas, couvrait le bruit de la discussion. Bon, donc il y a tout ce travail qui est fait. Et le congrès se déroule en même temps. Par conséquent, le Congrès va pouvoir discuter, donner son avis. Et puis, à la fin de tout cela, eh bien, il faudra prendre le choix. Il faudra faire des choix.
Et c'est la population qui choisit. Et la population, nécessairement, obligatoirement. OK? Et je voudrais dire une dernière chose. Et c'est Karl qui l'a dit. Ce n'est pas uniquement un problème de choix de statut. Ce n'est pas l'article 74. Non, pas nécessairement. S'il y en a qui veulent aller dans cette direction, c'est leur droit. Donc, tout est dans la différenciation. Et ce qui permet, je crois, qu'on va aller vers un autre concept que je ne sais pas encore trouver le nom, mais je recherche ça avec des collègues. C'est l'autonomie paritaire, l'autonomie égalitaire. Parce que le président de la République, je l'ai entendu, il a parlé de différenciation dans l'égalité. Donc, il y a là un concept nouveau que l'on peut mettre en place avec effectivement un curseur élastique, plastique, il a dit élastique, le président, qui s'adapte aux différentes réalités possibles et peut-être aux réalités du moment. Alors je dis bravo, moi alors peut-être que ça ne débouchera sur rien, bon, je suis un rêveur, j'ai toujours été rêveur et je suis heureux d'être rêveur et je pense qu'on est emporté dans cette direction. On a ouvert un laboratoire et il est temps que nous nous regardions nous-mêmes et que nous travaillions nous-mêmes sur nos problèmes, sur nos questions. Alors, j'en ai terminé. Quand on parle d'autonomie... Excusez-moi, j'ai été long. Excusez-moi, bébé. Je t'en prie. Tu peux. Ah, qui me donne l'autorisation. Non, c'est Mano. Quand on parle avec la population, ce qu'ils pensent, enfin, ils demandent, mais est-ce que je perdrai ma retraite? Est-ce que je perdrai ma carte verte, ma carte vitale pour aller à l'hôpital? Il faut aussi se mettre à la place de toutes ces personnes qui ne savent pas du tout comment ça va se passer. D'accord? Parce qu'il y a ça aussi qui gêne. Vas-y, Karl. Non, ce sont des questions qui sont légitimes. Elles me paraissent d'autant plus légitimes que j'ai reçu d'un ami la vidéo d'une conférence qui a eu lieu en Martinique. Le thème, c'était le tourisme et le développement économique, le 8 janvier 2011, en présence de Nicolas Sarkozy. Il y avait là M. Letchimy, il y avait là M. Claude Lise, Letchimy était président de région, Mme Karine Ouakami, en fait, bref. Les socioprofessionnels, M. Monplaisir, le président Osna, le président de la CCM qui était Emmanuel Baudouin. Et quand j'ai écouté ça, mais j'étais... je me suis dit, en moi-même, la poussière d'y passer ça avant Chahi. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des propos qui peuvent paraître ouvrir les perspectives. Alors, on ne va pas cacher ça dans le sac, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi. De Camille. C'est Camille d'Ancien. C'était Édouard de Lépine. Édouard de Lépine. Bon, on va voir. Bon. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Effectivement, notre problème, ce n'est pas de savoir ce que le gouvernement français va faire, veut faire, ou a l'intention de faire. Qu'est-ce que nous voulons faire, nous? Par exemple, alors je vais dire ça de manière provocateur, est-ce que nous voulons un SMIC martiniquais, et donc moins élevé? Mais pas que le SMIC, tous les salaires. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans la Caraïbe et que si nous voulons résister à la concurrence des pays qui nous entourent, il faut que ça soit moins cher. Pour que ça parle à tout le monde, est-ce que tu peux dire plus élevé, s'il te plaît? Non, parce que tu vois, il faut vendre un peu de rêve. C'est-à-dire que... Plus élevé. Si, quand on parle de ces questions-là... Il a raison, ce qu'il dit là. On met les problèmes qui fâchent sous le tapis, comme on a l'habitude de le faire. On n'aura pas fait 1 millimètre. J'ai lu le texte de Chamoiseau. Je l'ai même reproduit dans la préparation de cette émission. C'est très lyrique, c'est Chamoiseau. C'est Chamoiseau. Mais il dit ça. En fait, il dit ça, quelque part. Notre problème, il est ici. Notre problème,
C'est la confiance. J'ai entendu Harry Chalus dire il faut que l'État nous donne les moyens pour que nous puissions avoir la confiance de nos populations. Mais pour avoir la confiance de nos populations, faut d'une part respecter les engagements qu'on prend et puis gérer les affaires publiques d'une manière qui soit économe. Je ne vais pas refaire le sujet de la dernière fois sur le SMTVD, mais enfin on pourrait... Bon, je prends celui-là, mais on aurait pu parler d'autre chose. Bon, donc, et c'est ça que les Martiniquais... C'est sur quoi ils s'interrogent, c'est sur quoi c'est ce qu'ils attendent. Et notre problème, il est entre nous-mêmes, hein. Il est entre nous. Oui. Il y a... Alors, bon, Philippe a donné un point de vue. Bon, moi, ça ne me dérange pas que le président du conseil exécutif aille voir qui il veut. Il peut avoir le pape, il peut aller voir Poutine, il peut aller voir Biden, il peut aller voir qui il veut. C'est pas ça mon problème. Obama. Il a le droit de voyager. Bon. Pour moi, il me semble que ça aurait été plus efficace si ça venait après le congrès. Mais bon, on verra. C'est un peu tôt pour dire si ça va amener quelque chose ou pas. C'est trop tôt. Et puis, en matière de compétences, j'ai dit tout à l'heure que c'était M. Marie-Jeanne qui demandait à l'État de reprendre le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais il y a des compétences qui étaient transférées à la région, à la CTM, qui ont été recentralisées par une loi de septembre 2018, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel de la ministre du Travail, Mme Pénicaud, sur l'apprentissage, qui a été recentralisée au niveau de l'État sans qu'aucun élu, ni de la majorité, ni de l'opposition, ne dise ni socio-professionnel, ni personne, ni chambre consulaire, personne. On a tous fermé notre gueule, tous sans exception. Pourtant, ce n'était pas le cas en France. La présidente des régions de France, Carole Delga, la région Occitanie, bon, je ne suis pas d'accord avec elle sur pas mal de choses, mais au moins sur ça, ben l'association des régions de France avait dit qu'elle n'était pas d'accord. Et ici, nous avions encore moins de raisons d'être d'accord. Et pourtant, on n'a rien dit. Et pourtant, on n'a rien dit. Mais il n'y a pas que ça, Carole. Non, j'ai donné cet exemple-là, mais bon, pour ne pas être trop long. Mais il y a un tas de choses. Béatrice. Alors, encore une fois, alors sur la question du conflit et des missives des uns et des autres, sur devait-il aller, avec quel mandat, bon, c'est le président de l'exécutif, s'il a envie d'aller discuter. De toute façon, c'est pas une discussion d'engagement, hein, ça ne crée pas des droits ni en enlève. Donc à partir du moment où il va discuter qu'avec des ministres, qu'avec le chef d'État ou avec qui il veut, je crois que ça n'emporte rien de plus. Et puis il a même le droit de le faire aussi en sa qualité aussi d'homme politique. Bon, on ne va pas l'empêcher de faire un certain nombre de choses. D'autant que oui, il y a un congrès qui est là, un cadre réglementaire particulier qui continue à faire son œuvre et qui va produire de toute façon des effets. Une fois encore, moi j'insiste pour dire, et je suis d'accord avec Karl pour qu'on parle, il ne faut pas qu'on tortille là pour ne pas dire les choses vraies. Ce que les élections, les unes après les autres, nous ont montré, c'est qu'il y a une défiance, un manque de confiance. Ce n'est pas, en effet, des nouveaux pouvoirs qui vont redonner de la confiance. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un état des lieux des choses que nous avons faites qui ont fonctionné, mais également, et je le répète, celles qui n'ont pas fonctionné. Le silence assourdissant de toute la classe élue, je dis la classe élue parce que je fais partie de la classe politique, la classe élue, sur ce qui se passe sur la question des déchets, sur ce qui se passe aussi sur la question de la mobilité. OK ? Parce que tant qu'on n'aura pas un système qui permettra notamment à nos jeunes d'être autonomes, de pouvoir, et aux gens de travailler, de pouvoir finir à 20h un boulot. Parce que la réalité, c'est que si vous n'avez pas de moyens de déplacement, il y a des boulots que vous ne pouvez pas prendre. C'est ça. La dernière fois, je croise une dame en train de faire un sprint dans ma rue, mais quand je dis un sprint, mais un vrai sprint, quoi. Et je dis, et la pique a tombé. Je m'arrête, je suis vraiment arrivée presque chez moi. Hein. Je m'arrête, je lui dis, montez madame, vous allez où ? Elle me dit, je vais au TCSP. Je
je lui dis ok, elle me dit mais... Et la dame commence à pleurer, le petit parcours de chez moi, c'est pas très long, hein. Elle commence à pleurer de peur de rater le TCSP et éventuellement du coup de rater un bus qu'elle doit prendre parce qu'elle habite au Vauclin. Elle a pleuré dans ma voiture, la dame. On a fait 1,5 kilomètre. Bon, alors si on n'arrive pas à se regarder, à se dire ok, ça quand même, on en a la compétence, qu'est-ce qui nous manque pour faire de la bonne qualité? Qu'est-ce qui nous manque pour faire un service public efficace? Sur l'eau, qu'est-ce qui nous manque pour faire un service public efficace? Est-ce que c'est notre volonté? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est l'expertise? Est-ce que c'est... Ça aussi, il faut qu'on puisse le dire à un moment. Il faut qu'on puisse dire comment ça se fait que on apprenne que le SMTVD soit à 1 million de loyers en retard, alors que la plupart des gens payent leur redevance. D'accord? Donc il y a des choses qu'il va falloir quand même dire aux Martiniquais. Il y a un moment, j'ai envie de dire, il y aura aussi un moment de vérité. Si on est à un tournant philosophique et qu'on a pris un ballon, il y a un moment où il va falloir se regarder parce qu'on ne sera plus à 25% ou à 20% de participation. Si on ne se regarde pas, parce que c'est ce que nous disent les Martiniquais, moi j'ai reçu plein de messages, Madame Bellé, qu'est-ce que vous pensez des démarches et tout ça, nous pas de confiance en ces moutons-là, ça yuka chercher comme d'habitude, l'agent, nanana. Bon. Ben, il y a un moment où il faut parler franchement à la population, arrêter de l'infantiliser en faisant croire qu'elle ne va rien comprendre, parler de façon pédagogue, c'est-à-dire poser les problèmes, évoquer donc les problématiques, mais évoquer les voies, les solutions, et éventuellement là dire quels sont les outils que nous comptons mettre en œuvre. Et une fois encore, et là je pense que Philippe sera d'accord avec moi, cessons de penser que l'expertise, la connaissance, la qualité sont ailleurs. J'ai reçu aussi un appel d'un jeune photographe, excellent. J'ai été sur sa page, il fait des choses merveilleuses et il a travaillé avec de grandes pointures en France et en Europe. Il rentre chez lui, il propose ses services. Vous me croyez si je vous dis qu'on lui a refusé même les rendez-vous, c'est à peine si on lui a répondu. Il est sur le point de reprendre ses bagages, c'est un Martiniquais. Il est sur le point de reprendre ses bagages et de repartir en Europe où on lui donne plus de boulot. Pire, il postule sur quelque chose. On retient une entreprise française qu'il appelle lui, d'accord, pour lui dire de faire le boulot parce qu'il est sur place. Ok, en sous-traitant. Ce qui veut dire que le gars qui est venu, qui a posé ses valises en Martinique, qui va dépenser son argent en Martinique, son énergie, et éventuellement vouloir fonder son foyer en Martinique, donc qui va faire fonctionner l'économie, qui travaille en Martinique, va peut-être demain, s'il accepte ce contrat, ce qu'il n'a pas l'intention de faire d'ailleurs, mais s'il l'avait accepté, donc il va peut-être toucher 20% ou 30% de la somme qui va être versée en vrai pour cette prestation, les 70% étant l'autre beau. Voilà ce qui se passe régulièrement, parce que quand on prend des assistances à maîtrise d'ouvrage, c'est l'autre beau. Quand on prend de la prestation intellectuelle et notamment juridique, c'est l'autre beau. Quand on veut de l'expertise des gens qui pensent bien, c'est l'autre beau. Nous, toutes, c'est des couillons. Pourtant, et moi je le dis souvent aux gens, vous savez, le truc est ironique, c'est que les gens à qui vous demandez des conseils, ils ont fait l'école sur les mêmes bancs que nous. C'est ça la réalité. Ou on a fait école sur les mêmes bancs qu'eux. On le dit dans le sens qu'on veut. Voilà. Juste un mot, juste un tout petit mot, puisque bébé, bon, tu me permets de dire. Je t'en prie. Je suis oui, je suis d'accord avec elle. Bon, souvent, parfois. Bon. Mais tu vois, tu dis on devrait faire. Qui c'est ils? Tu vois, il nous appartient à nous, quel que soit politicien, n'est-ce pas, d'organiser, si tu veux, comment dirais-je, des discussions, des formations citoyennes, ok, pour expliquer aux citoyens des concepts, pour que celui-ci puisse mieux comprendre et qu'il puisse se réconcilier avec la politique. Tu vois, tu emploies des concepts qu'il ne comprend pas. Et effectivement, avec l'exemple, n'est-ce pas, de scandale qui existe, et il y en a d'autres qui vont intervenir, le citoyen est complètement dégoûté de la politique et de la classe politique. Donc, bébé, il nous appartient à nous, c'est pas on fait aussi. Le fait d'être là, c'est déjà aussi d'ailleurs. Qui ça? Le fait d'être là, c'est déjà. C'est déjà merci ça. Mano, mais oui, mais il y en a qui ont des ambitions on particulières. On fait plus. Oui, hein? Mais non, mais il faut faire plus. Oui. Il faut intervenir. Parce oui, que je sais que tu es disponible parfois pour expliquer des concepts. Je t'inviterai.
Elle a des réseaux, Mano. Attention, c'est la top de qui, cette personne-là? Bon, alors, les signataires, c'est pas la peine qu'on revienne sur ça. La différence de prix, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur les signataires. Hein. Ok, la différence du prix du gaz et des carburants, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Je crois que Manuela vous a transmis, vous avez peut-être reçu indirectement. Je ne suis pas spécialiste. Est-ce que c'est souvent les gens, transmis. je me rappelle, c'était là en tient pas de mer, le prix de la bouteille de gaz entre Martinique, Guadeloupe, tout ça. Et là, ça m'a permis de voir aussi le prix de l'essence du gazoil en Guyane, qui est au-delà de 2 euros, me semble-t-il. Hein. Oui, en Guyane, 2 euros, sans la réduction. C'est ça. Donc là, ça va j'ai envie de dire, j'écoutais une émission de télévision de Gossip Choco où elle avait des intervenants, il y avait des femmes qui disaient, mais aujourd'hui, quand je fais 50 euros, je fais pas grand-chose, parce que mon plein, c'est, je ne sais pas, dans les 90 euros. Aujourd'hui, c'est vraiment les nécessités. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour les gens de circuler, voilà. Moi, je vois aussi sur le prix de l'EDF, le prix de l'électricité, Ça, c'est clair. C'est clair que des fois, je me demande comment faire tourner la télévision sans EDF. Ça devient infernal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Mettre des panneaux. Des panneaux, ouais. Sinon, tu pédales. Tu mets un système, ça te fait faire du sport, une dynamo, devant la télé. Voilà, devant la télé. Et quand tu ralentis, tu l'as déjà mis pour ça. C'est une bonne Alors, idée. la différence de tarification, alors c'est sur les 3 départements déjà, et puis le prix pour chaque département, parce qu'il y a une baisse là, je crois. Il y a une baisse qui est de... Donc, alors, juste moi, je sais pas, mais il me semble pouvoir confirmer que toutes les stations, et vraisemblablement même Total, appliquent les fameux 25 centimes de moins. Parce que je suis allée exprès devant une pompe. Lesquels 25 centimes? Les fameux 25 centimes Non, de l'État. de l'État. Oui, bien voilà. sûr. Donc, mais ils n'ont pas décidé de faire leur propre effort, parce que l'État leur avait demandé, en plus, de faire leur propre effort. Personne, ils ont tous refusé, on en je crois. reparlera tout à l'heure. Non, on leur a dit de ne pas le faire. Ah, d'accord. Au final, d'accord. Oui, bon, alors, c'est bien ça. oui, non, mais on peut rappeler qu'il y a malgré tout sur le prix, il y a des taxes qui sont perçues. Moi, je tiens je ne sais pas expliquer les différences tarifaires. C'est un peu indiqué dans le graphique qui prend combien, quoi, les transports, la distribution. Des fois, il y a des petits centimes de différence et du coup, ça justifierait les différences de tarifs. Il me semble néanmoins que même si le tarif du carburant est réglementé, parce que c'est le préfet qui le fixe, le préfet, n'oublions pas, fixe le tarif maximum qui peut être fait sur le carburant. Ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'il y a une demande faite aux distributeurs, ce qui veut dire que les distributeurs peuvent, et c'est ce qu'on voit s'appliquer en France hexagonale, il y a aussi un tarif plafond en France hexagonale, et bien que parfois... dans certaines stations, Leclerc, par exemple, faisait des moins prix cher, 10 comptants. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a encore... Sur les autoroutes, c'est plus cher. Voilà. On a encore ce qui me dérange moins parce que y a de l'emploi, notamment des pompistes et tout ça chez nous. On a encore les tarifs les plus élevés. À chaque fois, on a le top du tarif partout sur toutes les stations de Martinique. Mais enfin, on a encore des pompistes, ce qui est générateur d'emploi, donc c'est pas mal. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas le faire. Je sais faire, mais ça ne me dérange pas de ne pas faire. Faire quoi donc? Faire mon carburant. Ah d'accord. Oui. Je sais faire ça. Bah, oui. Très bien même. Mais je ne sais pas expliquer, si ce n'est en faisant le découpage, voilà. Mais alors, on peut regretter. Cette fameuse bouteille de gaz là, elle reste en Martinique plus élevée que la Guadeloupe toujours. Elle est plus élevée. Elle est plus élevée toujours. C'est là où qu'elle Pour est le plus reste, élevée. pour le reste, on est un peu moins cher. Quand on compare les prélèvements des collectivités locales, c'est la Guyane qui est le plus élevé. Bon. Mais je crois que le problème, on ne peut pas discuter de l'énergie. Il faut discuter de l'énergie. Et pas que des seuls carburants.
Parce que ça n'a pas de sens. L'énergie, c'est à la fois le pétrole et c'est aussi le gaz. Donc forcément, c'est l'électricité, puisque, bon... Bien sûr. Bon. Et pour préparer l'émission, j'ai trouvé une citation de M. Demargerie qui date de 2010. Alors, Demargerie, c'était le président de Total. Il y a 11 ans de ça, 12 ans de ça, il disait que le prix du pétrole allait s'accroître et que le litre de carburant serait à 2 €. On y est. On y est. Bon. L'électricité, ça sera pareil. Ça sera pareil. Et le problème, ce n'est pas le prix, puisque le prix, là-dedans, il y a le prix de la matière première, il y a des taxes, etc. Le problème, c'est qu'il faut revoir la fiscalité. On a une fiscalité en France et en Martinique qui pèse, qui est essentiellement une fiscalité lors de la consommation. Le principal impôt en France, c'est la TVA. C'est ça qui rapporte. Le plus. Le plus. Et de loin. L'actuel gouvernement, mais ses prédécesseurs aussi, y compris lorsque c'était M. Hollande, n'ont cessé de diminuer les impôts qui frappent des entreprises. CICE, avec notamment le CICE. Jusqu'en 2008 à peu près, il y avait une proportionnalité entre les financements qui étaient obtenus pour le budget de l'État des ménages et le financement qui était obtenu des entreprises. Aujourd'hui, c'est les ménages qui supportent de plus en plus le poids. Lorsque le gouvernement dit qu'il va supprimer la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est un impôt local, comment les collectivités locales qui bénéficient de cet impôt vont-elles se retrouver? Elles vont avoir une compensation. Mais elles vont augmenter si elles ont besoin de plus. Je donne un exemple qui concerne ma commune. Je n'ai rien contre M. Montieu, le maire du Robert. Bonjour, M. Montieu. Mais quand on a dit qu'on va supprimer la taxe foncière, il a augmenté. Bon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il faut revoir cette affaire-là. Or, le gouvernement actuel n'a pas l'intention de revoir quoi que ce soit. On va continuer. Il y a des Martiniques, j'entends en Martinique des gens qui disent « Ah, mais ils ne paient pas d'impôts ». C'est pas vrai. Tout le monde paie de l'impôt. Même le bébé paie de l'impôt, puisque dès que vous achetez quelque chose, vous payez la TVA. Et proportionnellement. Et vous payez quelque chose que vous ne voyez pas, qu'on appelle l'octroi de mer. Et que j'aurais bien aimé voir figurer sur les factures. Tu as raison. Parce que je trouve, sur le plan de la démocratie économique, je trouve scandaleux qu'on n'ait pas encore mis un terme à ça. Il y a des gens ici qui considèrent que l'octroi de mer doit être maintenu. C'est un point de vue qui se défend et qui se respecte. Mais il serait encore plus défendable si je voyais le montant que je payais. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Alors, toi qui es un spécialiste de l'octroi de mer, je te file le bébé. Peut-être. Merci, gars. Bizarre. Peut-être qu'il y a une obligation et qu'on n'y a pas fait attention. Il faudra qu'on vérifie. On va vérifier. Oui. Hein, d'accord. Mais c'est anormal. Effectivement, tout ça devrait figurer. Oui, comme la TVA. Mais oui, comme la TVA. Puisque ça fonctionne à peu près de la même manière. Mais ça oui. fait que le consommateur Il n'y a pas de raison final. que ça ne figure pas. Et moi, je trouve que ça aurait été intéressant. Je vais regarder ça, effectivement. Moi aussi. Alors, quand tu parlais de tout ça, on baisse les impôts des entreprises, on augmente les entreprises les plus modestes. Pendant la pandémie, là, il y a des sociétés qui ont fait beaucoup d'argent, de bénéfices. Super profit. Il y en a qui ont fait très peu aussi. Il y en a peut-être qui ont fait très peu. Mais, Il y a des grosses. alors, ma question, quand je t'écoutais parler, je me dis, mais pourquoi ne pas faire simplement celle qui gagne le plus, payer le plus? Ben, c'est un des points à l'ordre du jour, tu as été au dernier point. Mais oui. Alors, j'ai regardé parce que bon. Ben oui, tiens, mais Voilà, pas... hein. Alors, parce que j'ai entendu M. Macron dire que c'était la fin de l'abondance. Alors, Oui, je mais ne sais quel- pas ce que ça veut dire. Et j'ai noté, est-ce la fin de l'accroissement des dividendes en augmentation de 32,7% au second trimestre en France par rapport au second trimestre de l'année 2021 ? 544
il y avait 44 milliards en France de dividendes. Est-ce que Total, qui est une compagnie pétrolière, va être taxé? Les profits de Total étaient, pour le second trimestre de l'année 2022, de 5,7 milliards. Les profits, hein. Oui, On ne oui. parle pas de chiffre d'affaires. Non, là. le truc qui va se distribuer après. Contre 2,2 milliards il y a un an. Attends, on peut Alors- juste donner un truc. Attends, Oui, je t'en prie. 159% de bénéfices en plus. Alors, Ouais. Est-ce que cela ne devrait pas être plus taxé? Donc le gars a doublé, enfin, Total a, ce deux n'est fois pas- et demi doublé Ce n'est son... pas la philosophie. Monsieur le maire, qui est notre ministre de l'économie, a dit, sous tous les tons, qu'il n'en était pas question et qu'il ne veut pas entendre parler de ça. Mais il se prépare pour dans 5 ans, lui. Hein. Je ne sais pas, il peut Il y en a toujours beaucoup. encourager, ça c'est Oui, son il y en a Il y affaire. en a beaucoup. Il n'aura pas... Et j'ai trouvé un autre chiffre intéressant. Entre 2006 et 2019, les aides publiques au secteur privé ont augmenté de 215%. C'est 5 fois, soit 7,2% par an. Les aides publiques Au au secteur secteur privé, privé. c'est-à-dire les aides de l'État au secteur privé. Privé, de l'État ou Voilà. des collectivités. C'est 5 fois plus vite que le PIB et 3 fois plus vite que les aides sociales. Ouais. Donc, quand on taxe les gens bénéficiaires de l'aide sociale d'être des assistés, Merci. qui est vraiment assisté dans cette affaire-là? Ouais. Alors ça, c'est des chiffres pour la France. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé connaître des chiffres pour la Martinique? Parce que l'État, par le biais de la défiscalisation, quand l'État se prive d'impôts, c'est une aide qu'il apporte à l'entreprise. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître? Je dirais presque entreprise par entreprise ou secteur par secteur, le montant des aides perçues au titre du CICE, au titre de la défiscalisation, au titre des fonds européens, avec les contreparties publiques de la CTM. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître ça? Mais est-ce que la défiscalisation a permis de développer l'emploi en Martinique? À un moment, probablement. Sur Probablement. l'emploi du BTP. Dans quelle proportion? Je n'en sais Alors, pas. ça- Le CICE, par exemple. Ça- Alors, c'est quoi le CICE. CICE, hein? Alors, c'est le crédit impôt, compétitivité, compétitivité. emploi. Ok. Bon. qu'il faut mélanger avec le Il y, a, CGSR. Hein, il, y a eu 100 milliards alloués aux entreprises depuis 2013. 100 milliards. Hein. Je te signale que sur la réforme de l'allocation chômage, c'était une affaire de 2 milliards. Hein. Il faut pouvoir Ouais, l'échelle. 100 milliards. 100 milliards. Les dernières études sur l'efficacité en termes d'emploi du CICE, c'est 100 000 emplois. Hein. Et Divise 100 le 000. président du MEDEF à l'époque avait dit combien? 5 millions. Je crois qu'il avait le badge, le pins. Oui, mais ça c'est C'était- c'est de la propagande. Enfin, chacun peut mettre Ou 1 l'opinion qu'il million veut. d'emplois. 1 million. Ça a permis de créer 100 000 emplois. C'est pas grand-chose. Et les entreprises qui ont bénéficié des entreprises, des Est-ce banques... qu'elles avaient une obligation, ces Non, il y avait entreprises? aucune- non, non. Il n'y avait aucune Alors, obligation en non, contrepartie. non, D'accord. depuis maintenant, plus de 10 ans, les aides qui sont données aux entreprises ne sont assorties d'aucune espèce de contrepartie. D'ailleurs, M. Pierre Moscovici, qui est le Socialiste. président de la Cour des comptes, mais qui a été commissaire européen, qui a été antérieurement ministre de l'économie et des finances, s'était félicité de ne demander aucune explication quant à la destination des aides attribuées aux entreprises au titre du CICE. Ok, oui, bien. On en a déjà évidemment parlé, mais c'est bien de parler de pédagogie, mais de revenir aussi sur les types de visions. Bon, il y a donc ceux qui pensent, et il y a eu des socialistes pour penser comme ça, qu'il faut faire de la relance par l'offre, donc en passant par l'entreprise. Et il y a ceux qui pensent, j'en fais partie, en étant socialiste, qu'il faut faire de la relance par la demande, singulièrement sur nos territoires, nos petits territoires. Bon, je répète, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut relancer une économie et qu'on veut aider, c'est-à-dire qu'on a un levier public d'argent public, il vaut mieux donner aux gens qui proportionnellement par ailleurs en ont besoin,
qu'aux données aux entreprises, parce que le ruissellement, ça ne fonctionne pas. Le ruissellement des entreprises, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que le meilleur exemple pour le prouver, c'est le CICE. On a vu donc des défiscalisations, des crédits d'impôts pour pouvoir créer de l'emploi. La réalité, c'est que ça n'a pas créé. Et quand on a commencé à poser des questions et à dire, bon, en fait, les grandes entreprises, vous avez créé combien d'emplois? Ils ont dit, on n'a pas vraiment créé, mais on a maintenu. Voilà. Bon. Par contre, ils ont augmenté leurs bénéfices. Donc, il y a fort à parier que les recettes, quelque part, ça génère des recettes exceptionnelles, sont allées en profit dans les entreprises. C'est une réalité. Et il y a 3 ans, ce qui est assez troublant, parce qu'ils n'en parlent plus aujourd'hui, alors c'est vrai que la crise est passée par là entre-temps, mais l'équipe d'Emmanuel Macron avait dit devant notamment les Gilets jaunes et tout ça, qu'il y allait y avoir une remise en question, par exemple, du CICE. Évidemment, tout ça, depuis la crise, s'est passé sous le tapis. Il y avait CICE, CISR. Je crois que la taxation des hyperprofits, c'est une vraie question. C'est une vraie question, même philosophique. Mon ennemi, c'est la finance. Oui, oui. Mais là, notre ennemi, ça peut être quand même l'hyper-argent. C'est-à-dire que nous, on l'a vu, on l'a subi ce matin. De chez moi, j'ai vu quelque chose qui nous caractérise tellement. 2 bateaux, CGM, CMA-CGM, se croiser, un chargé comme pas possible de conteneurs, et puis l'autre avec un peu moins de conteneurs qui repartait. Bon, c'est nous, ça. 94% de ce que nous consommons est importé. Lorsque l'on sait que cet armateur, dont nous sommes des fidèles clients, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix et que, d'accord, donc on est des captifs, on est là, on a d'autres choix qu'accepter par ailleurs que ces grands armateurs viennent et puis nous livrent la marchandise dont nous avons besoin ou pour laquelle on nous a créé des besoins. Quand cet armateur multiplie par 20, 30, 40, 50 le prix d'un de ces containers en pleine crise, on doit quand même s'interroger. Ça lui coûte 50 fois plus cher à ce moment-là. Et donc là, quand, d'ailleurs, c'est dans les articles, et là j'ai repris, c'est marrant parce que c'est, il me semble-t-il, un article du Monde. Même le Monde reprend l'ironie de Total et de la CMA qui promettent de réduire les taux de fret de 750 € par conteneur de 40 pieds vers l'Hexagone et l'Outre-mer. Bon, enfin, quand on voit ce qui s'est passé sur les Outre-mer pendant la période de la crise, on me dit, mais il y a un moment où il faut surveiller. Où est la concurrence? Où est la concurrence et la répression des fraudes? Quand on a des personnes qui n'ont d'autre choix que de vivre, d'acheter pour vivre, il y a quand même l'État a un rôle majeur à jouer. Et pour ce qui est de la taxation, et pour en revenir au sujet, la France est en train de traîner des pieds. Emmanuel Macron a dit, parce que le débat a été ouvert sur la taxation des hyperprofits, Emmanuel Macron a dit, oui, bon, je veux bien commencer à y réfléchir si ça se fait par tout le monde au niveau européen. Puis il a dit, bon, si ça ne se fait pas, peut-être qu'on va quand même y réfléchir de façon spécifique en France. Sachez qu'il y en a qui ont déjà pris le taureau par les cornes, et notamment l'Espagne. Je crois que l'Espagne a déjà taxé de plus de 25 milliards. D'accord ? Les grandes entreprises qui exercent en Espagne, en tout cas qui font des profits en Espagne. Donc quand on veut, on peut. Par contre, c'est des questions probablement de vision politique. Il faut donc redire aux gens que quand vous votez pour des gens, vous votez pour une conception politique. Faites attention, c'est pas simplement la parole. Ça amène aussi à des résultats dans l'organisation de l'État et de ses recettes. Donc voilà. Donc en tout cas, si la question est posée, il y en a qui ont eu du courage. Pedro Sanchez, le Royaume-Uni, l'Italie ont déjà commencer à taxer ces hyperprofits. Et je pense que ça serait une bonne chose que de dire qu'il n'est pas possible qu'en période de guerre et de crise, parce que c'est des fossoyeurs, hein, les gars, c'est des profiteurs de guerre et de crise, il n'est pas normal qu'ils fassent autant de profits. Philippe. Oui, absolument d'accord sur le profit.
Les super profits, c'est une nécessité, c'est pas envisageable. Il ne faut pas continuer. Il faut effectivement aller dans ce sens-là. Et je profite de l'occasion, juste 2 petits mots. Tu as parlé de transport maritime. Effectivement, c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Ok, on en parle souvent, mais nous ne savons pas comment le transport maritime est organisé dans la région Caraïbe. Et il serait temps que l'on ouvre le dossier. Et là, la réflexion qui se fait dans la co-construction, il faut que l'on se penche sur ces problèmes de transport maritime et de monopole ou de non-concurrence organisée. J'avais étudié la question à l'époque, mais il faut y mettre le nez. Je te remercie d'avoir précisé. Et il faut le faire, ça. C'est nécessaire. On ne peut pas continuer dans une situation monopolistique ainsi. Alors, ce n'est pas inscrit dans ce que nous devions voir aujourd'hui, mais l'Angleterre a changé de Premier ministre. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Qu'est-ce qui a fait que M. Johnson, est-ce que c'est sa coiffure qui a fait quoi? Non, remercier. Les affaires. Ça lui allait très bien, cette coiffure. C'était lui. Oui, Tout à fait. C'était la coiffure d'un fou. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu suivre Emmanuel Macron, ils ont mis une dame maintenant première ministre? Il y a déjà eu... Oui, il y a la dame Alors, de fer. je tiens à répéter. Voilà. Et d'ailleurs, on la qualifie d'être peut-être la Thatcher Junior, enfin la prochaine Madame Thatcher. Je rappelle quand même que Madame Thatcher a, en tout cas pour les gens de ma génération, c'était en effet une sommité anglaise. Mais pourquoi on a... J'avais Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour le Premier ministre qui a été évacué? Excuse-moi, vu que tu as fait quand même une petite référence à son genre féminin, je tenais à dire quand même que nous avons donc commencé par la mort d'une monarque, voilà, qui a régné pendant 70 ans, comme quoi la monarchie peut être plus féministe parfois que la République, parce que tout le monde adorait Madame la reine, et qu'aujourd'hui, en plus, l'Angleterre montre qu'à la tête de son gouvernement, ils mettent, encore une fois, alors chez les conservateurs, une femme. Donc il faut sourire. Non, j'ai juste fait cette... Mais non, absolument. Non, parce que c'est une conservatrice, donc c'est pas ma pote. Non, bon. C'est pas... Alors, est-ce que Boris Johnson, qui organisait des soirées comment ça s'appelle la 6 Downing Street. Voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été viré ou pas? Il avait plusieurs affaires. Beaucoup d'affaires. Il paraît qu'il y avait plusieurs casseroles. Donc, contrairement... Mais c'est pas le Brexit non plus. Contrairement à ce qui se passe en France, où 118 sénateurs, ou en tout cas des sénateurs peuvent avoir reçu l'équivalent de une centaine de millions, je sais pas, quelque chose de ce genre, sans que ça ne gêne personne. En Grande-Bretagne, lorsqu'un élu, un parlementaire, utilise les fonds qu'on lui donne pour faire autre chose que ce qui est prévu, c'est-à-dire s'occuper de son mandat, non seulement il doit rembourser, mais il est viré. Hein. Je crois que ça vit en plus. Et il rigole pas. Hein. Ouais. Il rigole pas. En France, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Grande tolérance. Une très grande tolérance. Là, je lisais il n'y a pas longtemps que les sénateurs recevaient, on appelait ça les chocolats du Sénat. Tiens, 3 février avec des chocolats, tu aurais pu t'inspirer de ça. Au lieu de porter un petit morceau de chocolat. Vraiment. Une tablette, au moins une tablette quand même. Quand même des petits chocolats. Comme elle aime la monarchie britannique. Oui, bien sûr. Bon, en France, ça a paru dans la presse et puis ça n'a pas été plus loin. Mais je pense que le président français aussi, lorsqu'il dit que c'est fini le temps de l'abondance, c'est terminé. Il faudrait peut-être déjà serrer les vis aussi pour les politiques. Mais il est revenu sur cette formule. Il est revenu sur sa formule. Oui, il a une formule. Mais c'était de toute façon. On va en parler certainement oui, parce qu'il y a notamment. On va y revenir. Bon, mais même sur la question d'ailleurs des super profits, c'est en lien tout ça. Bon, mais sur la question de l'énergie aussi, c'est en lien. C'est des effets de manche. On en avait parlé déjà la dernière fois. C'est des effets de manche. On dit n'importe quoi en France. Oui, hein. Enfin, j'ai pris quelques citations. Le 1er mars 2022, M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. En effet. L'axe États-Unis-Union européenne
Et cet ensemble est de loin l'ensemble financier le plus puissant de la planète. En disant, on ne veut plus acheter le gaz et le pétrole russe. Alors, quand Poutine dit qu'il ne l'y voit plus, pourquoi on lui dit qu'il a tort? Parce que c'est pas maintenant qu'il peut le faire. Alors, tout ça n'est pas compréhensible. Ouais, on est ridicule. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient à l'époque, faites attention, avec vos sanctions, vous allez vous tirer une balle dans le pied. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ne vont pas pâtir de ça, puisque, au contraire, plus le pétrole est élevé, plus ils peuvent exporter leur gaz de schiste. Même qui coûte beaucoup plus cher. Et que nous n'avons pas voulu faire chez nous. Voilà. Pour des raisons écologiques, par ailleurs. Bon, donc, on a une situation, je lisais ce matin que les pays de l'OPEP ont refusé d'augmenter leur production. Ils ont même décidé de la réduire, très légèrement, mais de la réduire. Or, l'Arabie Saoudite était un pays qui était très soutenu par les États-Unis. Ouais. Donc, on est dans un... Enfin là, business is business. Voilà. On est dans un système qui fait assez bon marché des intérêts des peuples. Hein. C'est pas ça leur problème. Hein. Quand je dis qu'il faut réduire les dépenses de l'État, tu sembles pas être d'accord sur les politiques et les autres choses. Pourquoi? Non, c'est pas ce qui coûte le plus cher. En fait, moi, je suis assez pas d'accord sur cette vision que l'on a de dire tiens, c'est les politiques qui s'en mettent plein les poches, les élus s'en mettent plein les poches. En toute sincérité, moi, j'aimerais bien, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais un président de région ou un président de CTM, alors c'est vrai qu'il y a voiture ou des choses comme ça, mais en termes financiers, par exemple. Un mandat d'élu de cette nature-là et de cette importance avec un plein temps, il faut le dire. On ne peut pas être président de la CTM à mi-temps ou faire un job à côté ou faire un travail même à côté. C'est 5 200 euros, je crois. Bon, c'est pas que ça soit peu, mais ça demande quand même un niveau d'investissement, de qualification assez important, malgré tout. C'est moins que... probablement que le président de la CTM est payé moins que son directeur que tous ses directeurs généraux. Bon, que son directeur de cabinet. Donc je pense que la vision qui dirait la collectivité territoriale de Martinique, c'est 4000 agents. Les élus, ils sont 63. Donc j'ai envie de dire, s'il y a des économies à faire, 63, 4000, je ne dis pas qu'il faut réduire sur les agents, hein, mais je dis simplement qu'il faut donner la juste proportion. Il faut qu'on arrête de penser que c'est les 1500 balles qui sont données aux élus qui vont pour faire leur boulot normalement. Il faut juste être exigeant par contre avec ce qui est fait. Voilà, donc c'est pour ça... oui. Par contre, la tradition en Martinique, c'est les élus, ils ont une indemnité avec un maximum. Il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser. On est toujours au maximum. C'est les 40%. Non. La seule fois où il y a un minimum, c'est pour le SMIC. Alors, la seule fois où les indemnités, je parle sous le contrôle de Philippe Cessire, les indemnités des élus régionaux ont diminué. Tu te rappelles? Oui, je me souviens très bien. J'y étais pour quelque chose, c'est quand la région avait un déficit. Bien sûr. C'était symbolique. C'était pas une diminution. On ne les a pas mis à la soupe populaire. Mais il y a eu une diminution. Oui, tout à fait. Que tous n'avaient pas... Il y en a qui avaient rigolé, jaune, hein. Mais ça s'était fait. Ça a été provisoire. Ça n'a pas duré... Non, mais ça a été fait, je pense. Moi, j'ai pas Non, mais je n'ai pas dit... Je ne parle pas de toi, mon cher. Mais je parle pas de moi, mais je dis de l'ambiance générale que j'ai connue. Je dis que c'était accepté. Ça a été accepté. Il n'y avait pas Ça arrive aussi dans les municipalités. Quand on a traité du SMTVD, j'ai dit, parce que c'est l'information que j'ai eue, que j'ai recoupée, que, en plein déficit, 9 millions d'euros, on augmente la rémunération du président de 57% et la rémunération des vice-présidents de 75%. C'est plus que le symbole. Alors, bon. Ça va pas. Alors, moi, ce que je voulais dire, quand j'ai parlé de ça, je pensais à Mme Merkel, qui habitait chez elle. Elle payait son eau, son électricité. Elle faisait ses courses elle-même. Et elle vivait dans un appartement. En France, tu as vu l'Élysée, ce que c'est?
Au-delà de la présidence, le palais de l'Élysée, les autres ministres, ils ne sont pas en reste. Hein. C'est des grands apparentements, tout ça coûte cher. Et quand j'entends le politique dire il faut réduire notre consommation par rapport à l'énergie, donc il faut couper, je ne sais pas trop quoi, couper les télés, enfin bon, bref. Il faut réduire le train de vie, ça c'est ben sûr, voilà, de l'État voilà, en c'est général. de ça que je parle, Oui, c'est de tout ça à que fait. je parle. Mais de l'État en général, c'est des fois des parcs de voitures. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça que Philippe a raison. Il faut qu'on aille plus loin maintenant aussi dans la pédagogie politique, expliquer comment les choses fonctionnent. Quand vous avez des directeurs régionaux, par exemple, vous avez des grandes administrations en France. Et donc, vous avez des directeurs régionaux, des administrations centrales en France, des fonctionnaires, qui ont des appartements aussi grands que ceux des ministres. Okay, qui ont des cartes, ce que d'ailleurs les ministres n'ont pas. Des cartes bleues, une espèce de régie, où ils peuvent faire des frais. Je me rappelle d'une histoire que m'a racontée une amie. Sa directrice part en voyage pour aller à l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses copines. Elle laisse sa voiture dans un parking à Paris. Je ne citerai pas le nom de la grande entreprise qui a la majeure partie des parkings, mais ce n'est pas donné à Paris. Elle rentre, 4-5 jours après, elle a quelque chose comme 300 balles de parking, parce qu'elle n'a pas pris l'abonnement, le machin, le truc. Vous savez qu'elle a payé ça avec la carte de l'administration ? Voilà. Donc c'est ça, réduire le train de vie. C'est pour ça que je dis... Oui. Les fonctionnaires de l'administration sénatoriale aussi. Ils gagnent très bien, c'est les mieux payés d'ailleurs. Les mieux payés, ce sont des sommes astronomiques. Oui. Hein. Je n'en revenais pas. Hein. Oui. C'était au-delà de... près de 20 000 euros par mois. Près de 20 000 euros par mois. Et puisque vous parlez des sénateurs, il me semble déjà qu'à l'époque, le général de Gaulle... des administrateurs du Sénat. Parlait du Sénat en disant ce vieux machin-là, il voulait réduire ou arrêter le Sénat. En fait, je sais non, mais il y a des administrateurs au Sénat, notamment par exemple. Des fonctionnaires. Oui, bien je ne me rappelle plus comment on les appelle, mais ceux que l'on voit juste derrière. On les voit derrière, effectivement. D'accord, le président du Sénat et même derrière la présidente de l'Assemblée. Tout à fait. Ce sont des fonctionnaires payés en moyenne entre 12 et 20 000 euros net par mois. Oui, net. Bon. C'est pour ça que tu comprends pourquoi quand je secoue la tête, parce que je me dis... En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que c'est facile de taper sur l'élu parce qu'il est là, il est à disposition, et puis les autres, on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais je vais m'arranger pour ceux que ça intéresse, qui mettent un petit mot d'ailleurs, peut-être sur la page de l'émission. On va faire des petites sessions sur ça, sur le statut du fonctionnaire, et puis sur les grilles de rémunération des fonctionnaires publics. Comme ça, les gens... mais pas seulement. On va faire aussi sur les trains de vie de certaines administrations. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres sur le train de vie, tout à fait. Oui, mais absolument. Tout à fait. Là, tu entres dans ce qu'il faut faire dans la citoyenneté. Exactement. Apprendre à faire savoir, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Absolument d'accord. Là, Grégory me fait savoir que l'heure est passée, mais dites-moi, justement, il y a plein de choses là. Le CNR, c'est important. Le CNR, Conseil de défense sur l'énergie. Taxation des superprofits, on a vu. La réforme de M. Darmanin, on n'a pas vu. Allez-y. Dites-moi sur quoi vous voulez qu'on planche là, le temps qui nous reste. Moi, je voudrais bien intervenir sur la réforme de M. Darmanin. C'est une réforme extrêmement dangereuse. Oui, alors dangereuse. Oui. Qu'est-ce qu'il a j'ai pas suivi. Très simple. En fait, l'État veut faire des économies. C'est-à-dire, il veut confier l'ensemble des services de police à un seul fonctionnaire qui sera sous l'autorité du préfet, un peu sous le modèle de la préfecture de police de Paris, avec M. Lallemand, qui est parti pour autre chose. Et ce qui permettra de prendre... On a un crime, on n'a pas d'effectif en police judiciaire, il y a un policier de la police aux frontières, on va l'envoyer dessus. D'accord. Alors, ça a soulevé, et donc on va fluidifier les choses et on va permettre... On fait disparaître les corps. C'est ça qu'on dit. On fait disparaître les corps. Il faut savoir que la police judiciaire, il y a une association d'officiers de police judiciaire. L'Union syndicale des magistrats se sont élevés contre ça parce que la procédure pénale, ce qu'on appelle les OPJ, les officiers de police judiciaire, ça demande un vrai savoir-faire. Vous savez, la police, il y a deux choses. Il y a la sécurité publique.
pour les actes de petite délinquance, on va dire. Et puis il y a la police judiciaire, laquelle police judiciaire travaille sous l'autorité du parquet, voire de magistrats instructeurs. Alors, tout le monde a entendu parler de ça, des commissions rogatoires, etc. Bon. Eh bien, il est bien évident que si tous ces effectifs peuvent être mis ici ou là, déjà quand il y a une enquête qui va embêter le gouvernement ou tel pouvoir, y compris pouvoir local, c'est très simple, pour ne pas la faire avancer, il n'y a qu'à ne pas mettre de personnel. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas avancer. Et puis, ça ne s'improvise pas. Quand quelqu'un doit enquêter sur un réseau de trafic d'armes, de trafic de drogue, de prostitution, je prends ces exemples-là à dessein, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et la procédure judiciaire, c'est une procédure qui a des exigences. Quand quelqu'un est traduit, est accusé, mis en examen, la première tâche de son avocat, la première, c'est de repérer toutes les causes de nullité. Toutes les causes de nullité. Tout ce qui peut faire tomber des pièces de procédure, des accusations, c'est bon à prendre. Donc ça demande... Faut faire les choses dans les règles. Voilà. Je voudrais ajouter ce que dit Karl est allé totalement dans ce sens, mais ça fait plus que ça. C'est plus que ça parce que le corps de police judiciaire n'existera plus en tant que tel. Ok ? Donc, toute la police va être plutôt sous la direction, disons, politique. Ok ? Et là, l'état de droit sera un peu, je dirais, perturbé pour ne pas dire autre chose. Et tu as des réactions très, très violentes. Effectivement, il y a une association qui s'est constituée. Mais je voyais dernièrement une intervention, je crois que c'est le président de la Cour de cassation qui intervenait sérieusement. La police judiciaire, vous savez, ce sont les descendants des brigades du Tigre, très spécialisées, n'est-ce pas, en matière de crime. Et ce que dit Karl est parfaitement exact, mais ça va encore plus loin, puisque la police sera sous la direction de l'autorité politique. Voilà, bien administrative. Et c'est pas là seulement, parce qu'il me semble que juste avant l'élection, c'était quoi, les diplomates. Il devait déjà le coup des diplomates. La disparition du corps. Voilà, le corps des diplomates. On n'a pas dit quelque chose. Oui. C'est qu'il y a réforme, mais il y a déjà expérimentation. Et nous faisons partie de l'expérimentation. Ce qui veut dire que... Oui, c'est déjà en cours, là, oui, bien sûr. Donc en Martinique, il y a déjà le fameux DTPN. Donc vrai, il n'y a qu'un seul gars qui dirige tout. Alors qu'avant, il y avait une séparation. Oui. Moi, je crois que vous devez vous en rappeler. Je parlais la dernière fois, en matière de police judiciaire, de celle aussi qui s'occupe des affaires. Bon, c'est pas simple de lire un dossier, par exemple, on va redire, mais puisqu'on a cité que lui, donc on va citer que lui ce soir peut-être. Mais c'est pas simple de lire le dossier du SMTVD, d'aller chercher, d'aller fouiller, de faire les perquisitions, de faire le suivi. Les gens, ils sont pas interchangeables facilement. Et puis quand il n'y a pas, alors... faut pas on va dire que la difficulté elle est où, et ce que disent normalement la police judiciaire se référait directement au procureur et au juge. Bon, la procureure, me semble-t-il, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais il me semble avoir entendu la procureure de Martinique dire que c'est quand même compliqué. Les procureurs, les magistrats apportent leur soutien aujourd'hui à cette fameuse association qui s'est constituée, Association nationale pour la police judiciaire, qui dit ça ne sera pas possible, déjà que nous ne sommes pas assez nombreux, que la formation est suffisamment longue et difficile pour qu'on nous mette dans des fourre-tout. Après, ça peut être des conceptions de corps, peut-être que... mais ils ont 4 jours de formation, comme les profs. Oui, peut-être. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Monsieur Darmanin, qui apparaissait comme Monsieur Ordre, qui voulait faire la concurrence un peu d'ailleurs à Nicolas Sarkozy sur sa vision très autoritaire et puis qui voulait taper sur le dos des policiers, est en train de se faire embarrer. Et d'ailleurs, le fameux magistrat, des plus hauts d'ailleurs, magistrat Monsieur Molins, a dit que Monsieur Darmanin ne sait pas l'erreur qu'il est en train d'essayer de commettre. Oui. Voilà. Surtout qu'on a déjà un problème en France. Avec ces procureurs qui ne sont pas considérés, en Europe en tout cas, comme de véritables magistrats, c'est-à-dire des gens indépendants.
Mais On a déjà. mais ils ne sont pas indépendants. Ils Ils ne sont pas indépendants. Et ils ne sont pas indépendants, ils sont Ils sont l'autorité. sous l'autorité de la n'est-ce pas, chancellerie. du garde des Donc, Sceaux. il y a déjà un problème. Si on va encore plus loin, c'est-à-dire bien qu'on a sûr. une police La qui police. est, Mais oui, un madame. peu aux ordres en quelque sorte. Tout à fait. Mais c'est tout à fait la politique de M. Macron. Hein. Bah oui. Oui. C'est des trucs. Et Ça sur peut le nous permettre de dossier faire la- du CNR, c'est la même chose. Yes. C'est- Quand Oui, on alors parle du c'est quoi CNR, cette histoire-là CNR, au Alors, le Conseil national. CNR, Ce n'est pas le Conseil c'est le national de la Conseil- résistance. Le CNR, tel qu'on le connaît, c'est le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire ce conseil qui a unifié tous les mouvements de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale avec Jean Moulin, qui était préfet, qui avait été missionné pour ça, et d'ailleurs qui l'a payé de sa vie. Bon, qui a été torturé, etc. Bien. Et ils avaient fait un programme qui a inspiré les politiques publiques Organisation de la société. dès 1947, qui avait comme intitulé Les Jours Heureux. De ce programme est née la sécurité sociale, par exemple. Par exemple. Entre autres. Notamment. Entre autres. Mais il y a eu des nationalisations, la SNCF, enfin, La quantité de conquête de choses. droits sociaux. La conquête de oui, droits sociaux, etc., etc. Alors qu'est-ce Bon. qu'il veut faire là maintenant Alors déjà, quand on reprend Ce sigle. Le ce sigle. sigle pour parler de refondation, c'est amusant. C'est peut-être une Ironiquement marque amusant. de spiritualité de la part de M. Macron, je ne sais pas. Présidé par Bon. Bayrou, Qui va homme jeune Bon. Oui, et d'avenir. Et talentueux. il fait... Alors, d'abord, l'opposition, en tout cas sur le plan politique, l'opposition a dit non. La droite, l'extrême droite et la gauche. La gauche, c'est par là. On va se mettre à l'envers. Bon, donc déjà, bon, en gros, entre eux. La plupart beaucoup d'organisations syndicales ont dit non. Bien sûr. Il n'y a que l'UNSA et la CFDT qui, à ma connaissance, vont y participer. C'est quoi ça Mais c'est communiquer. informel. Est-ce qu'il y a des statuts J'ai essayé Alors, de non, trouver. je peux ou pas Oui. Alors, juste rapidement, pour, parce qu'il faut qu'on arrête là. très rapidement. Oui. Le CNR, donc le président Oui. veut faire ce qu'il a détruit. C'est-à-dire, alors il veut faire disparaître l'Assemblée, parce que finalement les discussions sur les projets d'État, bah, ça se passe aussi à l'Assemblée, au Sénat et tout ça. Il a diminué le nombre de conseillers au CESE, d'accord, Conseil économique, social et environnemental, d'accord. Et maintenant il dit, voilà, je veux faire une grande réunion avec les syndicats, les personnalités Donc il de n'y la a pas de société statut. civile. Non. C'est lui qui le C'est fait lui selon qui a sa bonne décidé. volonté monarchique, c'est ça Exactement. Bon, d'accord. Et sur les 50 Ok. invités, il y en a quand même 40 qui se sont présentés. L'opposition de gauche ne s'y est pas présentée. Et d'ailleurs, pour reprendre ta phrase, a dit, nous n'épiloguerons pas sur ce choix avec les initiales du CNR de jouer de l'analogie avec le Conseil national de la résistance. Et bien sûr. Mais si votre ambition est à ce niveau, si vous êtes prêt à renouer avec la conquête de nouveaux droits sociaux, nous répondrons présent. Bref, signé Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Caner. Très bien. Voilà. Ok. Eh bien, on a fini, mais avant ça, peut-être tu voulais parler aussi du CMT, je crois. Il y a quelque chose dont tu voulais ben, attirer écoutez, l'attention sur ça. j'ai eu une lettre d'une partie des personnels Ah oui, les 12 de la CMT, 12 signataires, qui, Comité martiniquais du tourisme. sans s'immiscer dans des décisions qui relèvent de la présidence de cet organisme, attirer l'attention sur le fait que, semble-t-il, le monsieur Balthus Languedoc, qui était donc le directeur général, s'était fait savonner la planche pour des raisons dont, en tout cas qui à moi C'est m'échappent. le spoil system, enfin disons Bon. les sortes d'allégations, c'est le spoil system. J'ai ça. plutôt eu le sentiment que ce monsieur avait fait Oui, du bon travail. le boulot qu'on attendait de lui. Tout à fait. Je le dis avec d'autant plus de satisfaction que c'est assez rare dans ma bouche. Ah Je bon suis assez avare de ce genre de compliments. Ouais. Bon. Donc j'ai plutôt l'impression que ce monsieur avait fait son travail. Son contrat. Bon, même les socioprofessionnels s'en sont quelque peu... Oui, c'est exact. Je Ému. l'ai vu à l'heure, oui, c'est exact. Bon, j'espère que il ne s'agit pas de spoil system, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de Son sortir ce contrat se monsieur terminait. Pour pour placer remplacer par un parent ami et allié comme on a l'habitude. Wait and see, Et ça avec va arriver un assez adjoint, vite. peut-être. C'est pas ce que j'ai entendu. Que l'adjoint aussi aurait été remercié. Non, il y aurait un directeur et un directeur adjoint. Ah d'accord, il y avait déjà ça.
Ah, je ne connaissais pas. Mais enfin, pour revenir rapidement au CNR, juste un mot. Monsieur Macron a l'habitude de faire ça. Il y avait le grand débat. Ça a accouché d'une souris. Qu'est-ce qu'il y avait encore c'est son habitude de faire des... Il y avait quand même, le fameux débat citoyen là, sur l'environnement, la Convention citoyenne sur le climat, qui devait, sans filtre, dont les propositions sans filtre devaient déboucher, devaient être présentées aux parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, voire faire l'objet de référendum. On n'a rien vu. Donc c'est son habitude de faire ça. En fait, c'est son habitude de faire des invitations où il invite à la consultation. Il dit qu'il va consulter, qu'ils vont réfléchir et tout ça, sauf qu'il a déjà... la conclusion, c'est ne rêvons pas. Car c'est ce que tu veux dire de façon claire et précise et directe. En tout cas, merci à tous les trois parce que nous avons passé un petit moment agréable. On a vu pas mal de sujets, on a presque tout vu. Pas tout. Presque. Tu en as évité un. Non, et je ne te demande pas de le mettre, pas du tout. C'était quoi Ah, le rejet des pouces. Non, quand même. Non. Tu veux? Ah oui. Eh bien, très rapidement. D'abord, j'ai été. Non, pour que nos téléspectateurs puissent savoir, il y a 2 enseignants-chercheurs de l'université qui avaient fait... Deux collègues, des poursuites disciplinaires. Miss Ravin, qui est professeur de biologie. Par le président de l'Université des Antilles, l'ancien président, M. Jean-Qui. Et ces poursuites, il a été débouté de je voulais en dire quelques mots. Ah ben oui, tu veux en plus, ce sont tes collègues. Rapidement. Non, effectivement, monsieur le président Jean-Qui, il avait une attitude assez dictatoriale. Bon, c'est un collègue que j'apprécie beaucoup. Et il y a eu des incidents avec ces 2 collègues qu'il a poursuivis devant, effectivement, le conseil de discipline. Et il y a eu un dépéissement, cette université de Paris. Ok, donc pour indiscipline, je sais plus, il y a eu plusieurs chefs d'inculpation, si je peux m'exprimer ainsi, et le conseil de discipline n'a pas admis cela, donc elles ont été, le président a été débouté, d'accord? Donc maintenant, que va-t-il se passer? Moi, j'ai vu alors que mes collègues comptent saisir le tribunal correctionnel, comptent porter plainte contre la présidence et l'actuelle présidence. Et bien sûr, alors si c'est ainsi, la présidence va faire appel de la décision du conseil de discipline devant le conseil d'État. Alors bon, je ne sais pas, il faudrait qu'un jour, parce que c'est la queue d'un ouragan force 5, n'est-ce pas, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Il y a eu une intervention administrative, mais au niveau pénal, on n'en parle plus. Alors c'est la suite de cela, et moi je suis très heureux que ces collègues puissent avoir eu gain de cause, et j'aurais aimé que tout se calme et qu'on n'en parle plus. Ce président, ce président n'est plus en fonction là. Non. Celui qui a fait ça. Il a été remplacé par un mathématicien. Le fameux monsieur qui avait fait une missive très désagréable et très peu diplomate à l'endroit d'ailleurs de notre ancienne présidente et ancienne députée martiniquaise, Josette Manon. Oui, c'est un autre type de problème politique, d'accord? C'est lui. Mais ce président, moi, c'est un collègue que j'apprécie bien. Bon, il faisait partie de l'équipe de Jean-Qui, c'était la même équipe. Et là, depuis qu'il est à la présidence, disons, les choses se sont un peu calmées. Il n'y a plus de cette ambiance que j'ai connue, donc les choses vont pour le mieux. Et le souhait à nous tous en terre universitaire, c'est que tout cela se calme, que nos étudiants, n'est-ce pas, puissent continuer leurs études. Il y a une augmentation de l'effectif d'étudiants. Il paraît qu'il y a plus de 6 000 étudiens sur le campus. Et tu es aussi le président du CNAM. Je n'ai rien à voir avec l'université. Moi, je suis professeur émérite des universités, mais je préside encore le Conservatoire national des arts et métiers. Je m'occupe de formation professionnelle, avec Carl d'ailleurs. Ah, d'accord. Bon. En tout cas, tous les trois, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, madame. Merci beaucoup. Merci à Lynn d'avoir fait tout ce chemin depuis la France, depuis Lyon. Merci, Lynn. Pour participer à cette émission avec nous. J'entendais ces remarques. C'est dommage que tu ne sois pas resté à table avec nous. Mais oui. Franchement. C'est ça. Oui. Mais oui. Surtout qu'on a parlé de collectivité. Évidemment, elle a des choses intéressantes à nous dire. Comment ça se passe en France? Non?
La prochaine fois, d'accord. Merci à tous, merci à Grégory, pardon pour le retard, et puis à très vite sur Zouk TV. Bye bye.